Alors Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Donc ça fait plusieurs mois qu'on ne vous a pas vu, je vois que vous avez changé de canapé. Oui, alors normalement, on a procédé à quelques investissements pour faire face aux enjeux de plus en plus colossaux. Et voilà, on a acheté un canapé plus grand. Et on va mettre l'ancien en vente sur eBay pour voir si ça va pas nous faire un peu de sous pour faire face à toutes les attaques qu'on subit en ce moment. On va en parler. Donc nouveau canapé. Vous verrez aussi pour ceux qui ont droit à la post-production qu'on essaye de progresser techniquement. Hein. Et donc on va s'amuser à mettre l'ancien canapé en vente sur eBay et voir ce que ça donne. Hein. Ça sera dans les très très rapidement sur le site là. Eh ben, contre toute attente, si je veux faire un peu d'ironie, c'est-à-dire qu'en droit, j'aurais dû gagner les deux. Je dirais même qu'en droit, le procès de la quenelle de Berlin devrait même pas pouvoir exister. Il n'y a aucune raison de m'envoyer au tribunal parce que j'ai fait un geste qui n'a aucune connotation précise sur un smartphone en septembre 2012 en Allemagne devant des blocs de béton. Normalement, ce n'est pas attaquable. Mais aujourd'hui, on est sorti totalement de l'état de droit. Je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte. On vit sous la dictature du CRIF, hein, c'est-à-dire de la communauté organisée, qui, à mon avis, châtie de plus en plus durement les insoumis, alors qu'on fait que de l'insoumission ironique. Hein. Et on se rend compte qu'ils ont pris le contrôle et le pouvoir total sur le politique, le médiatique, mais aussi maintenant l'institution judiciaire, qu'on peut plus appeler la justice. Et effectivement, ce petit geste insignifiant m'a valu 30 000 euros de condamnation. Parce qu'en plus, les médias mentent, ils disent 10 000, c'est 30 000. Hein. Parce que non seulement je suis condamné à 10 000 euros, mais en plus, il y a les parties civiles, qui sont la multiplication des mêmes, hein, qui viennent chercher prélever la livre de chair, comme dans Shylock, vous voyez. Et tout ça peut très bien ne pas avoir de limite si à un moment donné, c'est pas nous, le peuple français, qui mettons une limite à ces abus. Donc je prends 30 000 euros sur cette affaire-là. Et donc, dont 10 000 euros en jour amende. C'est-à-dire que si je paye pas, c'est 100 euros par jour. Hein. C'est-à-dire donc ça veut dire que c'est 3 mois de prison. Hein. Et comme je n'ai aucune intention de payer et de me soumettre à ce racket communautaire insupportable, d'autant plus insupportable qu'il est rendu non pas au nom de la toute-puissante communauté du CRIF, mais au nom du peuple français, c'est ça qui est obscène. Au moins que la dictature dise son nom, je ne les payerai pas, et donc ça veut dire que je vais faire à un moment donné 3 mois de prison, voilà, pour avoir fait ça il y a 3 ans maintenant, voilà, pour vous dire, après qu'on s'amuse à critiquer le régime de la Corée du Nord. Hein. The first American to meet Kim Jong-un, not John Kerry or even Jimmy Carter, nope, it was Dennis Rodman, a.k.a. The Worm. They watch basketball, Kim is a big fan, but that was just the beginning. Some ice skating too, an aquarium visit, then a long dinner and lots of drinks with one of the world's most mysterious and dangerous men. Ask Obama about that. Ask Obama. Ask Obama. They said you're going to talk about it. Ask Hillary Clinton. Ask those. Why'd you wake us up to come out? Et puis maintenant, l'autre affaire, c'est l'affaire Pierre Berger. J'écris des pamphlets, des bouquins où je m'amuse à effectivement démontrer des choses politiques par certains exemples un peu pareils, un peu ironiques. Je n'ai jamais eu de procès jusqu'à présent. Si vous regardez bien Jusqu'où va-t-on descendre ou Socrate à Saint-Tropez, aujourd'hui, ce genre de bouquin me vaudrait un procès par page. Donc il y a vraiment un effondrement total de la liberté d'expression en France. On sort totalement de la tradition française du droit au pamphlet, de droit à la critique, en même temps qu'on nous joue Charlie, hein, c'est-à-dire le droit au blasphème, et même l'obligation du blasphème, là il n'y a pas de problème. Et Pierre Berger me fait condamner pour trois petites phrases où je parle de la GPA, etc. Il ne s'agit pas de liberté ou d'égalité abstraite, mais de l'extension à tout, objet, humain, organe, de la logique du marché. Comme l'a bien rappelé Pierre Berger avec sa fameuse phrase sur la mère porteuse qui vend son ventre comme le prolétaire vend ses bras, nous sommes tous à Pierre Berger. Sans que le vieux sodomite ne nous dise jamais d'ailleurs ce qu'il compte faire du gosse. Donc je faisais des questions pertinentes et ironiques. Il a pris 3 phrases prises à 3 endroits différents dans le livre, il en a fait un paragraphe et il a demandé la suppression la condamnation du livre pour ces 3 petites questions ironiques
où il était évoqué que de façon incidente. Voilà. Et là, je prends solidairement avec mon éditeur pour 17 ou 19 000 euros de condamnation. Vous voyez, à chaque fois, c'est des sommes de plus en plus gigantesques pour des prétextes de plus en plus bénins, et c'est toujours exigé par les mêmes, c'est-à-dire le lobby tout puissant, parce qu'on va l'appeler comme ça, le lobby, puisqu'on est à l'américaine aujourd'hui, autant être à l'américaine jusqu'au bout, et puis le lobby LGBT, c'est-à-dire le lobby homo, et il faut bien là faire une digression pour que au moins tout ça ait de l'intérêt. On voit bien que ce lobby homo aujourd'hui, qui joue exactement la carte du communautarisme victimaire et de la minorité agissante qui se fait passer pour une minorité opprimée. C'est comme l'antisémitisme. L'homophobie, c'est là. C'est prégnant. C'est partout. Ce lobby qui a été monté sous Mitterrand par Jacques Lang et d'ailleurs Pierre Berger à l'époque de Globe et tout ça, Globe, Benamou, et de faire aussi un communautarisme homosexuel qui s'allie au communautarisme juif pour persécuter les Français insoumis comme moi. Populisme, racisme, antisémitisme, négationnisme et aussi homophobie prospèrent sur le net. Ils sont antisémites, homophobes, racistes, antisémites. Ils sont aussi violemment homophobes. Et on voit bien que là, je suis pris, le même jour, je suis pris en tenaille, je me prends une condamnation par le tout-puissant lobby et une condamnation par le tout-puissant lobby homosexuel incarné par Pierre Berger. Et c'est des condamnations qui montent à des sommes qui n'ont aucun rapport avec mes revenus. Et donc que je ne peux pas payer. Sachant d'ailleurs que j'ai obtenu, pour 2 autres condamnations d'un autre membre du lobby gay, qui était l'ancien maire de Paris pour Delanoë, où j'avais simplement dit qu'avec tout l'argent qu'il avait pu récupérer en étant maire de Paris, il allait pouvoir tranquillement se goberger et vivre sa passion en Tunisie. On voit que récemment, il a fait une publicité pour le tourisme tunisien. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Pour ça, j'ai pris aussi une condamnation astronomique. Et quand on met tout ça bout à bout, j'en suis pratiquement déjà à 100 000 euros de condamnation. J'avais été obligé de demander un échéancier pour pouvoir les payer. On m'a, en même temps que j'ai commencé à payer par des chèques mensuels, on a exigé une saisie arrêt sur salaire, c'est-à-dire qu'on me bloque l'argent que je gagne. En même temps, on me fait 2 contrôles fiscaux simultanés, vous voyez. Alors que là, il y a vraiment une volonté, je dirais, d'extermination de ce que je représente, qui fait que je pense qu'à la fin, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on n'est plus du tout dans des procès de 17e chambre ou de droit de la presse. On est dans des procès politiques pour mettre à mort par tous les moyens, y compris la prison ferme, quelqu'un qui résiste à une dictature de plus en plus visible, qui est la dictature du tout-puissant lobby, on va dire, sioniste, avec son auxiliaire, le lobby LGBT. Les paroles, les écrits de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse, mais du droit pénal avec des peines adaptées. Voilà, c'est ça la situation. Et j'incite les Français aujourd'hui à prendre conscience que cette dictature va devenir de plus en plus dure, de plus en plus violente, que moi je suis à l'avant-garde, la vraie avant-garde, pas celle dont parle Valls. Les de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Si les gens ne se mobilisent pas, les Français, un peu, parce que je vois personne se scandaliser de ces condamnations dans les médias mainstream, et même chez les figures, les grandes gueules comme Emmanuel Todd. Si vous m'empêchez de parler de mon livre, et si vous me refaites le coup du terrorisme intellectuel du 11 janvier, je vais, avec le plus grand calme, quitter le studio. Personne ne se scandalise effectivement de tout ça, en même temps qu'on a l'éloge du blasphème par Charlie et Caroline Forest. Première question, pourquoi ce livre ça s'appelle Éloge du blasphème et pas Éloge de la laïcité ou Éloge de la République? Parce qu'aujourd'hui c'est la petite lumière qu'on essaie d'éteindre et le droit de moquer le sacré. Si on peut plus moquer le sacré, on n'est déjà plus en démocratie laïque. Je pense qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience que la France est en train de devenir à marche forcée une dictature. Et qui exerce cette dictature, il faut plus tourner autour du pot. Ce sont les persécuteurs de Dieudonné, les miens, les gens qui nous obligent à défiler derrière Netanyahou, le Premier ministre qui prétend que l'antisionisme aujourd'hui serait de l'antisémitisme déguisé. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. On va revenir chaque fois, vous verrez les sujets. C'est les emmerdeurs, ceux qui sont en train de détruire la France, et même la France soi-disant de Voltaire, ce sont toujours les mêmes. Ce tout petit lobby, infiniment petit statistiquement, infiniment puissant et infiniment méchant. Voilà, c'est clair et net. Oui, alors évidemment, on peut pas le caviarder. C'est évident qu'on va le pilonner. C'est-à-dire que comme la justice est lente, comme c'est pas encore exécutoire,
Pour l'instant, ce livre est encore en vente, donc dépêchez-vous de l'acheter pour faire une petite quenelle à Pierre Berger et à son lobby, parce qu'après, effectivement, comme il n'est pas question de le rééditer caviardé, tout simplement, il sera interdit de vente. Donc voilà, encore, on est un peu dans Fahrenheit, là, le film, c'est-à-dire c'est encore un autodafé, c'est-à-dire c'est encore un bouquin qui disparaît, puisque aujourd'hui, ces tout-puissants lobbies qui me prennent en sandwich et qui me persécutent, leur seul travail, en fait, aujourd'hui, c'est d'interdire des livres. Ils font plus que ça. Ce qui renvoie plutôt à, comment dirais-je, aux époques les plus sombres. Là, je sais pas comment on dit. C'est quoi la phrase consacrée ? Les heures les plus sombres. Qui renvoie plutôt aux heures les plus sombres. Vous voyez, voilà. Donc encore un livre qui va être brûlé demain. Donc, si vous voulez nous aider, achetez-le maintenant. Il est encore légalement possible de l'acheter. Voilà. Oui, alors là, de temps en temps, j'en gagne un parce que les gens de cette communauté pensent que ça y est, la République est à leurs ordres et que l'institution judiciaire n'est qu'une chambre d'enregistrement. Et alors lui, il allait un peu loin. Il a demandé 125 000 € parce qu'on avait publié une photo d'un meeting public où il se mettait lui-même en scène, où on appelait d'ailleurs à ma mise à mort. Nous avons des raflures comme Alain Soral, grand ami de Dieudonné. S'il vous plaît. Devant des forces de police qui n'ont pas bougé. Donc lui, quand même, il a été débouté de sa demande, mais on l'a condamné seulement à 4 000 €, je crois. C'est-à-dire que d'un côté, on me condamne à 40 000 €, puis de l'autre côté, on me fait gagner 4 000, vous voyez. Mais le résultat, il est quand même bilan moins 36, je crois, ou un truc comme ça. Mais voilà. Mais c'est pour vous dire que l'exemple de Moscovitch, c'est que ces gens se croient tout permis aujourd'hui. M'insulter, menacer ma famille, me diffamer, exiger des tribunaux des lettres de cachet carrément. C'est vraiment ces gens pensent qu'ils ont pris les pleins pouvoirs et que c'est bon, la France c'est un paillasson sur lequel ils peuvent s'essuyer les pieds. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel. Et nous, des goïms, comme il est promis dans leur texte sacré, effectivement, promis à être leurs esclaves. Ils pensent que ça y est, c'est mûr, c'est maintenant. Les gentils seront là pour paître vos troupeaux. Les fils des gentils seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera prêtre de Yahvé, on vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous parerez de leur magnificence. J'ai été encore, voilà, pour vous dire mon quotidien, des policiers sont venus sonner à ma porte pour me remettre un paplard pour me rendre au commissariat, sinon il y avait mandat d'amener, alors qu'il suffit pour que je me rende encore ailleurs, à un bureau qui s'occupe que de ça, chez 4 policiers, voilà. Après, ça sera chez un juge d'instruction, c'est bien fait, c'est pour vous faire perdre un maximum de temps. Et alors, quand je suis arrivé là-bas, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, voilà, la LICRA, une fois de plus, la LICRA, le tout-puissant lobby qui nous écrase, qui nous persécute, et qui a pris les pleins pouvoirs en France, qui est un des dominions du CRIF avec les étudiants juifs de France, etc., ne sont pas contents d'un dessin qui est paru dans les dessins de la semaine. D'ailleurs, il y a pratiquement 2 ans, et qui s'appelle Pornographie mémorielle, qui est effectivement sur la manière dont cette toute puissante communauté se sert de la souffrance passée des Juifs pour nous interdire aujourd'hui de nous agacer de leur toute puissance actuelle. Et donc ils poursuivent ce dessin pour, toujours pareil, incitation à la haine raciale. Les Juifs ne sont pas une race, il y a de l'ironie là-dedans, pas de la haine. Le terme pornographie mémorielle vient d'une Israélienne de gauche, qui elle-même a parlé de pornographie mémorielle. Donc normalement, c'est pareil, on est dans l'esprit Charlie, on est dans le droit de la critique, on est dans l'esprit français, il y a pas de haine là-dedans, il y a l'agacement face à un abus donc, que tout le monde ressent, c'est Shoah matin, midi et soir maintenant. Israël et ces images qui nous parviennent en direct, le pays commémore aujourd'hui la journée de la Shoah. Le film référence à voir au moins une fois. Shoah de Claude Lanzmann, version intégrale. En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre.
Et c'est pas parce que d'un seul coup, il y aurait un problème parce que Hitler serait revenu parmi nous. C'est vraiment pour nous terroriser, nous maintenir dans une culpabilité absolument illégitime, parce que je rappelle qu'on est français et qu'on a été les victimes d'Hitler nous-mêmes, et puis que c'était il y a soit plus de 70 ans. C'est pour que nous ne puissions pas nous révolter contre une domination communautaire de plus en plus écrasante, de plus en plus illégitime. Voilà. Mais nous avons nous aussi notre sacré. Depuis la loi Guesso, nous avons prohibé toute contestation de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Moquer la Shoah est devenu blasphématoire. Man nennt mich Miss Wayne, die berühmte, bekannte Esther. Yes, sir. Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, sir. Oui, alors ça, quand je parle de la domination totale de cette communauté toute puissante sur le monde, évidemment, de la finance, sur les politiques qui se sont tous couchés après l'éviction de De Gaulle, puis de façon encore accélérée après la machiavélique stratégie antiraciste d'un Mitterrand, on voit aussi que tous les médias aujourd'hui sont totalement soumis à cette communauté, dont les armes sont principalement le mensonge et la persécution économique. Et effectivement, on voit aujourd'hui des journalistes qui, comme je le dis, sont soit des chômeurs, soit des putes. Et donc, ces gens qui viennent m'interviewer, visiblement, n'étaient pas chômeurs. Et j'ai démontré par la contre-interview Arte que même Arte, qui est censée être une chaîne de référence et sérieuse, ne fait qu'un travail de basses œuvres, de persécution, de diffamation, et de mensonges grossiers systématiques. Alain Soral est qualifié de national-socialiste, même si lui-même se défend d'être un nazi. Il fait enregistrer l'interview par son équipe pour montrer à ses lecteurs que nous allons manipuler ses propos. Et il n'arrête pas de nous insulter. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Je ne veux pas vous faire injure, mais je pense pas qu'Arte soit là pour aider à la diffusion de théorie du complot. Non. Déjà, non. Et je fais mon travail, moi, pour démontrer effectivement que la démocratie est en train de disparaître sous le poids, la chape de cette toute-puissante communauté. Et je peux pas faire mieux que ce que je fais, je peux pas faire tellement plus. Et je vous dis, la réponse du système, c'est jamais d'engager de dialogue avec moi ou de contre-argumenter. C'est la livre de chair, hein, et la diffamation, le mensonge et les persécutions par tous les moyens. Voilà. Le jour où on va diffuser le sujet, où j'aurai droit à mes 3 petites phrases, je crois au complot, c'est les services secrets israéliens, américains, derrière vous pouvez mettre une voix off et même une musique, hein, j'ai l'habitude. Et la voix off qui fait « Et voilà l'éternelle théorie du complot, blablabla, blablabla. » Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme. Alors de temps en temps, on a une bonne surprise, et ce pauvre Ruquier que Jean-Édouard Nallier m'avait présenté il y a des années quand il débutait à la radio, dont j'avais tout de suite perçu que c'était un gentil garçon, mais c'était un parfait crétin. C'est pas un type intelligent, c'est un type qui est capable de faire des jeux de mots, et qui dans une société saine serait animateur de noces et banquets, vous voyez. À Madrid, lors du procès concernant l'huile de colza frelatée, sur 40 inculpés, 38 seulement étaient présents, puisque 2 avaient pris la fuite. Une fuite d'huile, en quelque sorte. Tout ça n'est pas très raffiné. Le mec qui fait des vannes à table pour les mariages de la moyenne bourgeoisie de province, mais il se trouve qu'il anime, après l'éviction d'Ardisson, qui avait quand même un autre niveau de culture, on va dire ce qu'on peut appeler la grand-messe idéologico-médiatique de la télévision française. Ce brave garçon s'est rendu compte que Fourest était une menteuse. C'est une menteuse pathologique, et bien évidemment, et systématique, au service du tout-puissant lobby judéo-sioniste. Mais je ne mettrai pas Dieudonné à gauche, hein. Pardon. Dieudonné a formé aujourd'hui, c'est très clair, un parti politique avec un homme, Alain Soral, qui est un polémiste d'extrême droite, qui se dit national-socialiste. Dieudonné, quelqu'un qui a fait financer ses campagnes électorales dans le passé par l'Iran. C'est un homme politique d'extrême droite. Ça n'est pas un humoriste et ça n'est certainement plus quelqu'un de gauche. Elle n'existe que parce qu'elle est au service de ce lobby-là. Dès qu'ils franchissent la ligne, dès qu'ils mettent un pied sur quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à de l'antisémitisme, ils sont totalement... Les foudres s'abattent sur eux, les foudres dans le débat public français s'abattent sur eux. Et c'est très bien ainsi. Comme tant d'autres dont on ne comprend pas effectivement l'omniprésence et l'omnipotence, alors que leur pouvoir est inversement proportionnel à leur autorité morale ou intellectuelle. Hein. Tous nos problèmes viennent quand même à chaque fois de ce lobby
menteur et qui nous écrase. Donc je me réjouis parce que comment il s'appelle, le petit Ruquier piqué au vif a dit qu'il ne l'inviterait plus jamais. Et moi, je l'incite à ne plus jamais inviter de menteur dans son émission. Donc déjà, de ne plus inviter ma sœur, pour commencer, on en parlera tout à l'heure, mais aussi qu'il réalise en fait qu'il n'invite pratiquement plus que des menteurs dans son émission. Et que les diseurs de vérité, comme moi, comme Dieudonné et comme d'autres, en sont réduits à la quasi-clandestinité sur Internet et bientôt, je dirais, au goulag, un goulag à la française, mais quand même un goulag, puisque je précise bien qu'il n'est pas question que je paye ces 100 jours amende pour quelque chose que je trouve totalement illégitime. Ce qui veut dire que j'annonce déjà que je ferai les 3 mois de prison qui me sont promis. Il n'y a pas de problème. Et je précise d'ailleurs que tous les hommes politiques sérieux, tous les gens qui se sont battus sérieusement contre un pouvoir inique, sont passés par la prison. À la limite, je serais fier d'aller en prison. Ça montre au moins que je fais vraiment le boulot et que je résiste à ce pouvoir totalitaire, dictatorial et inique. Voilà. Alors déjà, on voit là aussi que c'est le même persécuteur qui s'acharne contre moi, et on reconnaît toujours ces méthodes ignobles, déjà décrites par le Christ dans l'évangile selon saint Matthieu, qui renvoie à la pratique du sicaire, et ce qui consiste toujours à mentir et à voler. Mentir, voler, vous voyez. Et pour ça, ils ont instrumentalisé ma pauvre sœur, dont le dernier grand succès remonte à 31 ans, je le rappelle, pour ceux qui la présentent comme une vedette, et moi comme un anonyme jaloux. Nous sommes face à une comédienne en fin de carrière, puisqu'elle a 55 ans, donc ce qui est voué à toutes les jeunes premières qui se rapprochent du cimetière des éléphants, c'est la violence du show business. Et à un moment donné, elle veut écrire un livre sur elle, d'ailleurs, au départ, je crois, et on lui fait comprendre que ça n'intéressera que si ça crache sur le frère, vous voyez. Donc là, on a l'instrumentalisation, on va dire, d'une femme en fin de carrière, et sans doute un peu dépressive, botoxée, dépressive, pareil avec des symptômes un peu d'hystérie. Moi, je comprends qu'elle veuille évacuer ça, plutôt que de subir, parce que c'est pas marrant de s'appeler Soral. Oui, ça, je le comprends très bien. Qu'on invite pour exister encore, faire un dernier tour de manège médiatique, à pratiquer le meurtre du frère, comme d'autres en ce moment sont en train de pratiquer le meurtre du père, vous voyez. Et ça passe aussi par une série de mensonges. Alors, c'est globalement ce qu'on appelle la réduction psychologiste. C'est au lieu, comme on est incapable de me donner la moindre réponse sur mon argumentation, sur le nouvel ordre mondial, sur tout ce que contient de façon cohérente mon fameux best-seller Comprendre l'Empire, car moi je suis effectivement quelqu'un qui en fait, malgré l'oppression, fonctionne bien. Je veux dire, mes livres se vendent, je suis invité à l'étranger, à donner des conférences, les gens me saluent dans la rue, etc., ce qui n'est sans doute plus le cas de ma sœur depuis longtemps. Là, c'est pour bien montrer l'inversion. Et au lieu de me porter la controverse, on me tape toujours sous la ceinture. Il y a eu le montage de l'affaire Binti à l'époque, sorti par un certain média qui s'appelle Street Press, dont on a montré effectivement d'où venaient les financements. Toujours la même chose. Et ma sœur a sorti une série de mensonges qui était, à mon avis, un passage obligé. Je pense qu'il y avait un cahier des charges. Donc je vais rectifier quelques mensonges. Je n'ai jamais cherché à rentrer dans la franc-maçonnerie. Il se revendique d'abord comme communiste, ensuite il essaie, comme vous d'ailleurs, d'intégrer la franc-maçonnerie. Anarchiste avant. Anarchiste avant, ensuite il essaie d'intégrer la franc-maçonnerie. C'est totalement absurde. Et de rien que ça, normalement, je devrais peut-être me fatiguer à faire un procès en diffamation, mais bon, je peux pas m'épuiser à faire ça. Mais je le précise pour ceux qui penseraient que ça peut avoir une dimension de vérité. Jamais ça ne m'est venu à l'idée. En tant que militant communiste, d'ailleurs, vous savez qu'un vrai communiste, c'était totalement impossible de pouvoir passer du communisme à la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs ce qui fait la scission communiste-socialiste au congrès de Tours, une des raisons de la scission, interdiction de la maçonnerie pour les communistes, maçons considérés comme social traîtres à juste titre. Donc jamais, c'est faux. Ma sœur prétend en plus que je lui ai fait perdre un boulot en Venezuela. Je devais faire un documentaire au Venezuela, on nous a refusé le visa pour moi. C'était par rapport aux idées de mon frère. Ça prouve qu'elle n'a aucune culture politique et qu'elle s'intéresse absolument pas à ce que je fais. Parce que vraiment, s'il y a un endroit où le nom de Soral n'est pas un handicap, c'est bien au Venezuela. Je rappelle que j'ai rencontré Hugo Chavez, on remettra peut-être la photo, à Damas, en Syrie, à l'époque d'ailleurs où il allait rencontrer Assad, et que un camarade d'égalité et réconciliation que tu connais bien est en train aujourd'hui de faire un grand documentaire sur l'œuvre de Chavez et que nous la cofinançons. Donc prétendre que à cause de moi ma sœur aurait perdu un boulot au Venezuela,
est non seulement un mensonge évident, mais la preuve qu'elle n'a même pas potassé la question politique. Quant à moi, je suis certain qu'elle n'a jamais mis les pieds sur le site Égalité et Réconciliation, qu'elle n'a jamais écouté une de mes conférences et qu'elle n'a évidemment jamais lu Comprendre l'Empire. Sinon, elle ne pourrait pas sortir autant d'inepties. Hein, voilà. Je précise d'ailleurs que pour les gens qui sont étonnés de cette attaque d'une sœur contre un frère qui est déjà persécuté de façon très visible, je connais très peu ma sœur et ma sœur me connaît très peu. On s'est séparés à l'âge de 18 ans. J'ai vécu une vie totalement différente de la sienne. J'ai fait un chemin qui passait totalement par d'autres réseaux que les siens. Et quand elle prétend qu'elle aurait pu m'aider à certaines époques, c'est totalement faux. Mais votre frère avait un sentiment de jalousie. J'étais pas supposée être célèbre vite et jeune. Et peut-être que ça a déstabilisé justement. Il a pris ombrage de votre notoriété. Oui, même s'il en a bénéficié. Je suis passé par Jean Edernalier, Ardisson, l'extrême gauche, la punkitude authentique. Moi, j'ai pas joué le rôle d'un punk dans un film en 84. J'étais réellement punk. La poignée des vrais punks en 76-77. Donc nos carrières respectives n'ont jamais interféré, c'est facile à vérifier. Quand j'ai fait mon film, c'est au début j'étais chez Sandoz Agathe Film, c'est-à-dire les producteurs de Guédiguian, c'est-à-dire vraiment des producteurs d'extrême gauche. Après, je suis passé par Jean-François Le Petit, Catherine Breillat m'a aidé, que des gens qui n'ont rien à voir avec elle et qui l'ont toujours souverainement méprisé, faut le savoir aussi. Donc voilà, encore une contre-vérité, nous n'avons aucun lien. Et surtout, moi, comme vous savez, je n'ai jamais parlé d'elle. Donc, je ne pense pas que je lui ai jamais nui en réalité. Mais par contre, elle prétend qu'elle ne peut plus travailler aujourd'hui parce qu'elle porte le même nom que moi. Donc, étant donné qu'il est évident que je suis persécuté aujourd'hui par la toute-puissante communauté, elle dit en fait, sans même s'en rendre compte, qu'en fait, elle ne peut plus travailler dans le cinéma, qui est dominée entièrement par les parce que les la punissent parce qu'elle porte mon nom. Donc elle accuse les en fait d'avoir le monopole sur un certain secteur culturel et de pratiquer un tribalisme, une cruauté tribale intégrale. Hein, voilà. Donc il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle dit. D'ailleurs, il y a eu un petit sketch de Groland. Ah, vous nous y racontez que depuis qu'il dit du mal des Juifs, vous avez du mal à trouver des producteurs qui vous embauchent. Non, c'est pas ça. C'est juste que mon frère dit des saloperies tous les jours sur les Juifs et ça devient insupportable. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dès qu'on dit un peu de mal de ces gens-là, c'est la famille qui prend. Assez réussi pour une fois, avec un des rares types qui a encore du talent à Groland et qui avait fait un petit sketch qui disait explicitement ça, parce que c'est ça qu'elle veut dire. Et elle a aussi dit qu'elle avait peur que je sois, je crois, assassiné. C'est quoi votre plus grande crainte finalement ? Qu'il se fasse assassiner. Mais on dirait qu'il le cherche. Donc j'aimerais bien lui poser la question. D'abord, ce qu'elle fait, va-t-elle l'aider à m'échapper à l'assassinat ? Je pense que c'est plutôt aider à mon assassinat. Et surtout, assassiner par qui et pourquoi ? Et là encore, c'était explicite. Elle a peur que je sois assassiné par les parce que je leur tiens tête. Donc elle admet, parce qu'elle finalement, elle vient du showbiz, donc elle connaît les rapports de force. Hein. Elle les connaît parfaitement. Je ne vais pas faire allusion à sa vie privée, moi comme elle, mais elle a cotisé. Elle sait exactement comment ça fonctionne de A à Z depuis tout le temps. Donc elle pense que je peux être assassiné par les parce que je leur suis insoumis. Donc elle en fait bien un peuple d'assassins. Voilà. Et je voudrais parler, moi, de la première que j'ai relevée, la Shoah des Cananéens qui a été accomplie par les Hébreux lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Je vais vous lire la Bible, l'Ancien Testament, le Deutéronome. Traduction de la Maître de Sassy, le chapitre est intitulé « Ordre d'exterminer les Cananéens ». Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans cette terre que vous allez posséder, et qu'il aura exterminé devant vous plusieurs nations, les Étéens, les Cananéens, etc., lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous les ferez tous passer au fil de l'épée sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez point d'alliance avec eux. Et vous n'aurez aucune compassion pour eux. Vous vous rendez compte ? Vous n'aurez aucune compassion pour eux. Donc il faut dire que les droits historiques invoqués par les Juifs d'aujourd'hui, à tort ou à raison, sur la Palestine, aujourd'hui l'État d'Israël, sont issus d'un génocide, d'une Shoah, non pas la Shoah juive, la Shoah des Amalécites et la Shoah des Cananéens et des Jébuséens et des Étéens. Voilà. Donc il y a eu au départ extermination des peuples autochtones, et non seulement les Juifs d'aujourd'hui ne s'en excusent pas, mais ils s'en glorifient. Ben ça, c'est un peu triste et un peu
étrange. Je crois que ça s'explique parce que Pierre Karl est un gauchiste, malgré tout, et qui reste gauchiste. Parce qu'on avait pris un tout petit extrait d'un excellent documentaire de lui et de quelqu'un d'autre sur le professeur Choron, pour servir d'argument par rapport à la manipulation Charlie. Et on avait en plus cité l'extrait. Donc c'est ce qu'on appelle le droit de citation. Donc on était dans les clous d'un point de vue légal. Et en plus, on faisait de la publicité pour son documentaire. Il s'est acharné pour faire bloquer la vidéo sur Dailymotion et YouTube, je crois, par une espèce de haine qui correspond assez bien à son physique de petit avorton gauchiste. Il y a ce côté teigneux chez lui. Il a un physique nabien comme ça. Et surtout, ce que je fais remarquer, moi, c'est que ce type m'agresse et m'emmerde, alors que moi, je lui ai jamais rien demandé et que je suis même prêt à reconnaître la qualité de son travail parfois. Et c'est très gauchiste, alors qu'en fait, lui-même, quand il découvre, par exemple, le dîner du siècle... Tu connais pas le dîner du siècle ? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là. Non, mais véridique. Il ne fait jamais que découvrir un travail qui a été fait par Emmanuel Ratier des années avant lui et bien plus sérieusement que lui. Le siècle a été fondé en 1945, en fait en 1944, ça a été créé par un petit groupe de personnes. Le fondateur du siècle s'appelle Georges Bérard-Kellin. C'est un pseudonyme d'ailleurs, il s'appelait Bérard, il a repris le nom en même temps de sa mère ou de sa grand-mère. Et là, je vais essayer d'élever le débat. Ce qui est très pénible chez les gauchistes, c'est qu'ils passent leur temps à repiquer des thèmes qui viennent en général du camp de la droite nationale, que ce soit par exemple le régionalisme, l'écologie. Ils piquent des thèmes à des gens qui sont finalement plus pointus et plus profonds qu'eux intellectuellement, parce que dans la vraie résistance, pas dans la fausse, dans la vraie persécution. Et une fois qu'ils leur ont piqué leur truc, en plus ils leur crachent à la gueule. C'est assez étrange. Et il y a ce côté-là chez ce petit Pierre Karl, c'est qu'en fait il fait jamais que comprendre des années après moi tout ce que je dis depuis des années, donc il me suit comme un toutou quelque part, parce que il renonce quelque part à son gauchisme Canal+ année après année pour venir sur ma ligne, mais quelque part comme il a peur ou que ça le gêne, une espèce de réaction psychologique, il me crache à la gueule, vous voyez. Si Soral est assez sot pour penser qu'il pouvait piquer les images de notre film sans réaction de notre part, c'est son problème. Nous ne l'autorisons pas à reprendre à son compte un travail qu'il n'a pas effectué. S'il veut se faire mousser avec Choron, Soral peut toujours aller voir ailleurs, si tu veux. Il me crache la gueule pour cacher en fait qu'il finit par dire tout comme moi avec moins de précision, moins de culture et plus de retard. Je sais ce que je lui ai dit une fois, je lui ai dit « Tu crois que tu es marxiste parce que tu lis Bourdieu, bientôt tu verras que Bourdieu était un couillon de positiviste, instrument de l'État, de la sociologie d'État, considéré comme un médiocre par les vrais penseurs. » Et je lui ai dit « Bientôt tu découvriras Michel Clouscar, vous voyez. J'attends toujours qu'il lise Michel Clouscar. » Pareil, on se sert de l'affaire Charlie, qui est probablement une opération de l'État secret, une opération conjointe Mossad, service secret français, avec sans doute la validation de la puissance impériale américaine, pour non pas lutter contre le djihad, puisque tout le djihad, comme l'expliquait très bien Choprade. Le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. Ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener à se faire exploser avec des ceintures. Tout ce djihad est sous contrôle impérial en réalité. Il n'y a pas d'Al-Qaïda et d'État islamique sans le laisser faire, le laisser passer au minimum d'Israël et des États-Unis. Bottom line is no Muslim in their right mind would justify going in and literally executing men, women, and children simply because they don't convert to your religion. These people are not Islamic. They are creations of the monster, which is the empire of the United States and all its cohorts in Israel and England in particular. And this monster is purposely created to justify the continuing insanity of the never-ending war policy, which is really the core of America. Donc en fait, l'affaire Charlie prétend au nom de la lutte contre les dangers que représenterait Internet, met en place une sorte de Patriot Act au rabais, à la française. Allant de la pose de caméras dans les domiciles et de balises sur les véhicules suspects, à l'interception de conversations, de SMS, d'emails.
Grâce à des logiciels espions, les policiers pourront même voir en temps réel ce que le terroriste présumé tape sur son clavier. Patriot Act du pauvre, qui permet en fait de censurer des gens comme moi et Dieudonné, qui sommes encore les résistants sur Internet. Mais quels sont les risques, Marc Trévidic, selon vous? Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent se disent « je ne suis pas terroriste, en revanche j'ai peur d'eux » et c'est très bien qu'on donne des moyens à ceux qui nous protègent de pouvoir le faire, vous le comprenez? Oui, tout à fait. Donc, simplement, l'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel, et il y a le renseignement politique. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On aura peut-être la divine surprise de voir qu'elle sera retoquée par le Conseil d'État. Mais en tout cas, elle a été votée par tous les députés de gauche et de droite, les mêmes qui ont, après le référendum du non, ont fait passer... Ça y est, c'est fait. À Versailles aujourd'hui, les parlementaires ont révisé la Constitution et donc ouvert la voie au traité de Lisbonne. C'est Lisbonne, voilà. Lisbonne, merci. Voilà, on voit une fois de plus que les représentants de la démocratie officielle, qui sont les élus, trahissent systématiquement le peuple et la France, puisqu'ils auraient dû s'opposer à ce texte qu'ils l'ont validé. Il y a quelques figures pour dire que c'est gravissime et que c'est la fin de la démocratie française. Il faut arrêter avec cette loi qui est 100% flicage, qui est honteuse pour la France, pays des droits de l'homme et des libertés, qui est digne de la Chine, pas de la France. Mais sans jamais aller jusqu'au bout, de dire qui veut ce texte, hein. Et on voit bien que qui a la volonté derrière? Le CRIF. En un mot, parlons de ce dîner annuel du CRIF. Qu'attendez-vous du discours de François Hollande ce soir? Il faut qu'un certain nombre de réformes soient entreprises et que Internet cesse de propager la haine antisémite comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que des réformes peuvent être mises en œuvre. Un projet de loi sur le renseignement sera présenté le 19 mars en Conseil des ministres. C'est en vous protégeant que nous nous protégeons. Effectivement, pour protéger, comment dirais-je, la dictature et empêcher les gens qui résistent verbalement, je le dis bien, et par l'argumentation à cette dictature, de pouvoir s'exprimer sur Internet. Donc personne ne fait le boulot jusqu'au bout, sauf, on va dire, moi et Dieudonné, en gros. Et effectivement, c'est pour ça que moi et Dieudonné sommes châtiés par des persécutions et des procès, des condamnations à répétition de plus en plus délirantes et iniques. Voilà. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Oui, on va essayer de lancer quelque chose avec Dieudonné, de l'ordre de la pétition. On va peut-être même demander à Jean-Marie Le Pen, qui subit aussi aujourd'hui de graves trahisons et persécutions, de se joindre à nous. La riposte n'aura pas tardé. Mis à l'écart par l'état-major du Front National, Jean-Marie Le Pen annonce qu'il va créer une formation avec beaucoup d'amis, dit-il, qui ne sera pas concurrente du FN, mais au service du parti qu'il a créé il y a plus de 40 ans. Une espèce de parachute contre le désastre, de façon à recueillir tous ceux qui sont actuellement indignés de la ligne politique suivie. Il va vraiment falloir créer une fédération des insoumis et de type quasi-révolutionnaire. Au secours! Il va falloir le faire parce que sinon la France va disparaître, hein, tout simplement. Enfin, ce que j'appelle moi la France, hein, et devenir ce qu'ont été certains pays de l'Est après que Yalta ait donné la moitié de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, à Staline, vous voyez. Si tout l'Est connaît le poids d'une crise économique majeure, la Roumanie, là encore, est exceptionnellement frappée. Sa direction a décidé de rembourser intégralement sa dette extérieure en vendant à l'étranger la quasi-totalité de la production agricole et énergétique. Pour contraindre les paysans à rendre gorge, un nouveau tour de vis dans la collectivisation a été opéré avec la systématisation des villages, un projet inspiré du stalinisme tardif. Il y a des pays qui ont été sous une chape de plomb de 1945 à 1989. Hein. J'en parle avec des Hongrois, des Roumains, des Polonais. Ils me disent aujourd'hui ce qui nous est arrivé, où les mêmes nous ont fait bouffer notre merde pendant 50 ans, est en train de vous arriver maintenant. C'est le culte de la personnalité. Tout en Roumanie chante la gloire de Ceausescu, le Danube de la pensée qui décuple parfois la lumière pour que lèvent les pavots. C'est le népotisme. Ceausescu a bâti un clan, son clan, à l'intérieur de la nomenclatura au pouvoir.
Sa femme Elena est numéro 2 du régime, sa fille, son fils, son frère et ses 2 beaux-frères font partie de l'équipe dirigeante. Si vous vous bougez pas, vous risquez de revenir aux heures les plus sombres, mais pas telles que nos manipulateurs l'entendent. On va vers les heures les plus sombres, là. Pour ceux qui s'intéressent à mon travail, à mes livres, j'écris sur le problème de la pédocriminalité de réseau dans mes bouquins depuis 2002, vous voyez. Donc il ne faut pas croire que c'est des accidents si on découvre aujourd'hui, à la faveur de petits événements comme ça, si on découvre aujourd'hui, qu'on fait semblant de découvrir dans les médias qu'il y aurait de la pédophilie dans l'éducation nationale. L'affaire de Villefontaine n'est pas un cas unique. Le directeur de cette école primaire avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques il y a 4 ans. Il a pourtant continué à enseigner dans 4 écoles différentes sans être inquiété. La pédophilie de réseau est un monde de prédateurs qui infiltrent de façon méthodique les endroits où des adultes prédateurs peuvent être en contact avec les enfants. Pour ça, il n'y a pas 36 secteurs. Hein. Il y a le milieu de l'éducation, il y a aussi le milieu religieux, mais pas que les prêtres catholiques. Hein. Il y a aussi les rabbins et les moines bouddhistes en Asie. Et d'ailleurs aussi, la pédophilie est très présente dans la magistrature. Ce sont des études qui nous permettent de le démontrer. Donc aujourd'hui, on réalise qu'il y aurait des dysfonctionnements dans l'éducation nationale qui fait que des éducateurs déjà condamnés pour pédophilie auraient dû être mis sur la touche et ont été réintroduits dans le système. 3 possibilités donc. Soit l'information n'a pas été transmise par la justice, soit elle s'est perdue en cours de route, soit l'éducation nationale a bien été informée, mais n'a pris aucune mesure. Or, ça a toujours été comme ça. J'ai dénoncé il y a des années, à travers l'affaire Duguay, des types qui avaient été fait de la prison pour de la pédophilie très lourde. Hein. L'été est pour moi une chasse intensive de nouvelles petites victimes. Vive les violeurs d'enfants. Vive les souilleurs d'enfants. Vive les sadiques d'enfants. Je souhaite aussi vivement que certains enfants soient torturés, mutilés dans d'horribles souffrances, puis assassinés, afin que jouissent les hommes. Moi aussi, j'ai dû soumettre au vice de très jeunes enfants innocents et sans défense, les avilir et surtout les souiller, jouir dans leur avilissement et de leur souffrance. Quel régal. Jacques Duguay. C'est-à-dire de viols de bébés, etc., en s'en vantant, et qui étaient recyclés. Notamment à l'époque, il y avait Georgina Dufoy qui était dans le coup, qui était recyclée au contact des enfants comme éducateur sportif, ou alors comme aide aux enfants du tiers-monde à Madagascar ou au Maghreb, etc. Ces affaires ne sont pas accidentelles et elles doivent nous faire comprendre qu'il y a de la pédocriminalité de réseau dans l'éducation nationale et que ces prédateurs sont protégés, c'est pour ça qu'il y a tous ces dysfonctionnements. Et donc vous vous dites qu'il y a encore une omerta aujourd'hui? Mais il y a une omerta qui est phénoménale. Je reçois beaucoup de parents dans mon cabinet qui me disent mais on a des pressions par le corps enseignant, par les mairies lorsque les faits se passent dans des centres de loisirs au sein des écoles maternelles, pour qu'on ne parle pas. On nous dit qu'on prend des risques si on parle, qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne veut pas entendre ce que nos enfants disent. On nous dit que nos enfants mentent, mais comment mon enfant peut mentir? Cette omerta, elle existe. Et les pressions psychologiques sont intenses sur ces familles-là. Et qu'il faut vraiment s'attaquer sérieusement à ce mal et que personne ne le fait jamais. Ça n'avait pas été fait à l'époque des disparus de Lyon, hein, ou ça n'a pas été fait en Belgique avec l'affaire Dutroux, où on vous parle toujours de prédateurs isolés. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir deux clans dans ce pays. Ceux qui vont croire au réseau, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants. On essaie toujours de ne pas remonter au réseau, aux protections, au système de dysfonctionnement mis en place. Hein. Et je pense que ça ne sera pas fait non plus par Madame Belkacem, qui n'a évidemment aucun courage politique, parce que s'attaquer à ces réseaux de délinquants pédocriminels, c'est aussi toucher à certains pouvoirs qui d'ailleurs m'oppriment aussi. Hein.
Je ne vais pas faire allusion à certaines choses qui se passent en Afrique du Nord, dans certaines villas, à certaines affaires non élucidées de meurtres de certains pasteurs, etc. Mais on voit bien que tout ça est connecté. C'est-à-dire que je pourrais dire qu'il est possible que ces lobbies qui me persécutent, par ailleurs, protègent certains autres réseaux, effectivement, dont ils se servent parfois, effectivement, parce qu'ils les tiennent, vous voyez, hein. Pendant qu'il y a tous ces dysfonctionnements à l'école, d'un seul coup, Madame Belkacem, qui normalement rencontrerait immédiatement des problèmes dans son pays d'origine pour ce qu'elle fait ici, le Maroc, hein, mais qui ici nous dicte sa loi. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus, qui en plus, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Enfin, sa loi. Elle n'est jamais qu'un intermédiaire. Hein. Sa loi de destruction, en fait, de tout ce qui pourrait nous permettre de résister à la dictature à venir, en détruisant l'intelligence des enfants, en détruisant la morale. Pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Pareil, hein, la manif pour tous, enfin le problème de la théorie du genre à l'école, etc. Aujourd'hui, si on veut faire l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut agir sur les mentalités et dès le plus jeune âge. Apprendre dès l'âge de 2 ans, 3 ans aux enfants qu'on peut, même quand on est un garçon, laver les bébés, leur mettre les couches. On peut, même quand on est une fille, jouer aux soldats, à la guerre. On voit bien qu'il y a une dictature totalement illégitime qui ne peut se mettre en place que si on détruit la conscience morale et intellectuelle des victimes de cette dictature, pour qu'ils puissent. Donc on fait un travail de destruction pour que les gens se soumettent et soient passifs par rapport à ce pouvoir inique. Hein. Donc c'est à ça que sert aujourd'hui Belkacem et l'éducation nationale. Et là, évidemment, au lieu de s'occuper de ce dont elle devrait s'occuper, on persécute une fille qui a mis une jupe longue, en prétendant d'un seul coup que ça serait un signe islamique. Dans l'actualité du jour également, cette nouvelle affaire de laïcité à l'école. Une jeune fille a cette fois été interdite de cours, non pas pour un voile ou une croix trop voyante, mais pour une jupe trop longue. L'établissement invoque le signe religieux ostentatoire. Hein. Donc on voit aussi qu'il y a vraiment... en même temps que on couvre certains prédateurs et on fait l'apologie de tout ce qui est contraire à la morale et à la loi naturelle, on va emmerder une jeune fille parce qu'elle cache ses jambes au lieu de s'habiller comme une pute qui lui aurait valu, effectivement, si elle était actrice, d'avoir la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, vous voyez. En se vantant effectivement de sexualité déviante et en se comportant avec une infinie vulgarité, comme on l'a vu. Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, c'est le frustré de la fouf. On est vraiment dans un monde totalement aujourd'hui inversé. Hein. Et il faut bien comprendre effectivement que ce pouvoir inique qui me persécute est en train de d'imposer sa dictature en France en détruisant toutes les valeurs. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase que je vais rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? On porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. C'est non seulement un pouvoir inique par rapport à l'idée de démocratie, mais c'est non seulement un pouvoir illégitime, mais c'est un pouvoir satanique. C'est-à-dire, il veut régner sur un monde dont toutes les valeurs seront inversées. Il n'est pas là pour faire régner autoritairement le bien. Il est là pour pouvoir régner, il faut qu'il établisse le règne du mal. Hein. C'est pour ça que de plus en plus, d'ailleurs, les catholiques intègres se connectent avec les gens comme moi, qui au départ faisaient des analyses de type marxiste et néo-marxiste, parce que face à cette dictature qui vient, il faut vraiment rassembler, je dirais, à la fois les forces spirituelles et les forces qui viennent de la critique matérialiste la plus fine, celle qui nous amène à soutenir Chavez, qui d'ailleurs lui aussi faisait cette jonction. Hein. Il était à la fois un fervent chrétien catholique, un nationaliste de combat, un militaire. No el Cristo de los burgueses, el verdadero Cristo, el único Cristo, el redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. Et un type qui déclarait bien, qui disait bien à qui il déclarait la guerre. Hein. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Tout est toujours connecté, hein, on voit bien, hein, c'est cohérent tout ça.
d'abord, je remercie Jacob Cohen d'être venu. Et j'en profite pour faire bien le distinguo entre les gens que je monte du doigt, c'est-à-dire la communauté organisée, le CRIF, au service du sionisme international et avec ses succursales, la LICRA, l'UEJF, ça c'est le pouvoir dictatorial de la communauté organisée sur la France, que je combats en tant que patriote français, je dirais authentiquement lui républicain et de gauche. Et dans ce combat est mené avec moi par des juifs, évidemment, mais des juifs qui ne se sentent pas solidaires de la vision du monde du CRIF. Jusqu'en 1967 environ, c'est-à-dire 1967 c'est la guerre, et Israël ne dominait pas totalement, et même que partiellement, les autres communautés de la diaspora, comme on l'appelle. À partir de 67, il y a eu une révolution, comment dire, de type messianique. C'est-à-dire où le sionisme, qui avait peu de rapport avec le judaïsme, s'est enfoncé dans le judaïsme, dans le messianisme, dans le mysticisme, et il a vampirisé, si je peux me permettre cette expression, il a vampirisé toutes les communautés juives de par le monde. Et je rappelle que le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur 6, sachant d'ailleurs que les juifs ne représentent qu'un % de la population française. Donc nous sommes sous la dictature aujourd'hui de gens qui représentent 1/6 de 1% du peuple français. Donc on est très très loin là du pouvoir démocratique et du pouvoir par le peuple. Mais il y a effectivement avec moi des Gilad Atzmon, des Jacob Cohen et plein de juifs du quotidien. Donc je précise bien aujourd'hui, une fois de plus, que je ne confonds pas les juifs du quotidien avec ce puissant lobby qui nous écrase. De même que quand je critique la mafia sicilienne, je ne confonds pas avec le peuple sicilien. Il ne viendrait pas à l'idée, comment dirais-je, d'associations siciliennes, d'attaquer le type qui a fait le film, par exemple Gomorrah, ou un autre, ou Coppola parce qu'il a fait Le Parrain, en disant vous vous attaquez à la Sicile parce que vous attaquez à la mafia sicilienne. Je m'attaque à cette mafia sioniste qui s'appelle le CRIF, la LICRA et les étudiants juifs de France. Ça n'a rien à voir avec les juifs du quotidien, et j'invite les juifs du quotidien d'ailleurs à mener ce combat avec moi, parce que ce pouvoir dictatorial devient dangereux pour eux à terme. Je pense que les responsables de la montée de l'antisémitisme, qui est un terme mal choisi, c'est directement M. Kuckerman le responsable de tout ça. Il fait tout pour, et c'est son intérêt, et c'est même leur rente. L'antisémitisme, c'est pas moi, c'est tous les gens qui me font condamner. Leur antisémitisme est leur raison d'être et leur rente, leur raison d'être idéologique et économique. Faut pas oublier, ce sont eux, les antisémites, on va dire. Donc je remercie Jacob Cohen d'être venu spontanément et bien exprimer tout ça. Voilà. Donc face à cette persécution aujourd'hui cette diabolisation des musulmans qui débouchera peut-être demain sur des persécutions, des prurites de violence, de colère, etc. Et situation qui est très malsaine pour la France, peut-être intéressante pour le tout petit lobby qui nous écrase, qui effectivement pour régner sera obligé de créer une situation de guerre civile entre Français de souche et Français musulmans. Il y en a qui travaillent à ça, comme Zemmour, c'est pour ça qu'il a moins d'ennuis que moi. Aujourd'hui, les représentants des musulmans devraient effectivement se bouger, prenant conscience de ce danger. Or, malheureusement, chaque fois que, même si comment dirais-je, les musulmans du quotidien sont parfaitement en harmonie avec ce que je dis, et souvent sont mes plus fidèles soutiens, dès qu'on parle avec des gens qui sont censés représenter les élites musulmanes, on a soit des collabos, soit des lâches. Et là, la dernière fois, c'est pas moi qui l'avais choisi, un imam s'était présenté pour venir faire cette conférence à 3, c'est-à-dire avec un juif du quotidien, on va dire un musulman et puis un Français de souche catholique culturel, puisque effectivement c'est comme ça qu'on nous présente la France aujourd'hui, c'est pas des catégories qu'on a envie de valider spécialement, mais c'est de ces catégories dont on se sert aujourd'hui pour créer une situation de guerre civile. Cet imam, effectivement, a additionné, je dirais, la fourberie, puisqu'il est venu me rencontrer pour me dire qu'il avait tout à fait envie de faire cette conférence avec moi parce qu'il partageait à peu près toutes mes analyses, donc fourberie. Ensuite, lâcheté, puisque après 2 gardes à vue, il a pris 2 gardes à vue quand même entre-temps, donc on voit bien comment le pouvoir, effectivement, se sert des forces de police françaises comme bras armés. Il a pris 2 gardes à vue, parce que je reconnais que c'est violent et que c'est pénible, et il s'est déballonné. Mais au lieu de dire « je me déballonne, c'est trop violent », il s'est mis après à mentir, en disant qu'il était d'accord avec moi sur rien, et il a même essayé de nuire à cette conférence œcuménique. Donc moi, s'il y a un musulman qui maîtrise le sujet et qui veut venir s'asseoir là et assumer le rôle du musulman qui n'est pas là, j'en serais très content. S'il y en a un dans la salle, je l'invite immédiatement. Tu veux jouer ce rôle? Non? Vous êtes plusieurs? D'accord. Viens. S'il y en a qu'un, c'est bien, comme ça il n'y aura pas de dispute. Bonjour à tous d'abord.
Alors, ça va paraître un peu original. Donc moi, je suis à la base un Français de souche, mon nom c'est Durand. Mais mon prénom maintenant, enfin en tout cas mes amis m'appellent Aïssa, d'accord, du nom de Jésus-Christ dans le Coran, qui est un des prophètes les plus respectés de l'islam. Alors pour moi, Emmanuel Todd est ce que j'appelle un demi-intellectuel ou un demi-penseur, ce qui est pire que tout. Il vaut mieux renoncer à penser complètement que de faire le travail à moitié. Je l'avais déjà totalement ridiculisé et disqualifié à l'époque du hollandisme révolutionnaire. Parler de hollandisme révolutionnaire, c'est une façon de dire le Parti socialiste, organisation normale, est le seul en mesure de reprendre en main la globalisation et l'Europe passée sous le contrôle des oligarchies financières. D'accord. Bref, sur le hollandisme révolutionnaire, vous persistez. Sur le hollandisme révolutionnaire, vous persistez, vous signez. On est, je veux dire, on ne peut un jour ou l'autre. Je veux dire, Non, je dirais que la question. Vous étiez très sûr de vous avant l'élection. Normalement, il ne devrait pas pouvoir revenir. Il devrait continuer à se cacher et à faire ce qu'il sait faire, de la statistique et de la démographie. Parce que je rappelle quand même qu'il lui manque une formation de philosophie, donc de sociologie, une formation sérieuse qu'il n'a pas. Ce qui lui permet de traiter Carl Schmitt de nazi, vous voyez. Bon, c'est un théoricien allemand complètement, genre de juriste proto-nazi insupportable. Et puis là, de s'énerver quand il est pris un peu en défaut, puis de traiter Valls de Pétain. Pour moi, l'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Lui aussi accusait les Français résistants, je veux dire, d'être des Français pas bien. Et alors moi, je vais m'amuser une fois de plus à lui montrer que mon cerveau fonctionne plus vite que le sien. Je veux bien, par exemple, qu'on traite Manuel Valls de Pétain. C'est vrai que c'est un type aujourd'hui qui écrase la France et qui la trahit avec un poste de pouvoir. Et si on fait le parallèle jusqu'au bout, pourquoi Pétain s'est-il mis à faire ça? Parce qu'il y a eu, à un moment donné, la défaite. C'est-à-dire que nous avons été soumis à un pouvoir étranger. Et ce pouvoir, c'était l'Allemagne hitlérienne. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Donc je demande à Monsieur Todd, les yeux dans les yeux, je veux bien admettre que Valls est le nouveau Pétain, c'est vrai, il trahit la France et il soumet son peuple à un pouvoir étranger, mais qui est le nouvel Hitler et quelle est la nouvelle Allemagne? Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Vous voyez? Donc là, la réponse, c'est Valls qui le donne lui-même. Quand même. Donc effectivement, Monsieur Valls est le nouveau Pétain, mais les Allemands aujourd'hui, c'est Israël, hein, et les collabos aujourd'hui, ou la milice, c'est le CRIF, c'est la LICRA, c'est l'UEJF. Et c'est ces gens-là qui avaient intérêt à la manif Charlie, dans le but de diaboliser les musulmans et de se rendre, une fois de plus, incritiquable et intouchable par l'histoire de l'hypercachère. Le défilé Charlie était pour diaboliser les musulmans et pour rendre la communauté juive incritiquable, hein, malgré sa toute-puissance. Que Todd fasse semblant de ne pas comprendre ça. On a le plus manifesté, c'était des villes où il y a ce que vous appelez le catholicisme zombie. Il y a une deuxième France qui est restée catholique, qui s'est battue pour le catholicisme, qui s'est battue contre la République, je veux dire, contre la liberté et l'égalité, contre la liberté d'expression. Et c'est là qu'on a le plus manifesté. Voilà, et donc il y a quelque chose qui cloche, en fait, pour le sociologue. Donc c'est pareil, il fait un espèce de glissement, un amalgame, pour ne jamais voir ce qu'il devrait arriver à voir s'il avait un peu de courage intellectuel. C'est qu'aujourd'hui, la France est en train de se casser la gueule par sa soumission, non pas à l'Allemagne, qui est une puissance économique industrielle et vertueuse, mais sa soumission au capitalisme financier qui vient de Wall Street. Et là, je l'inviterai à lire Werner Sombart pour voir d'où vient toute cette machinerie de destruction des richesses et de destruction de l'entreprise et des emplois. L'économie de marché commence sans doute au 8e, 9e siècle avant notre ère, que l'éthique générale se constitue à ce moment-là. Et
par le peuple juif. Et que cette éthique-là s'est traduite par une éthique de l'accumulation, de la richesse justifiée, qui va conduire au développement de l'économie et dont, en quelque sorte, le protestantisme va constituer à la fois un retour aux sources, puisque c'est l'abandon de l'interdiction de la richesse que le christianisme a installé, c'est le retour au texte de l'Ancien Testament. De ce point de vue, le protestantisme retrouve les textes juifs et l'attitude juive. Macron, c'est pas le catholicisme zombie, Macron. C'est la banque Rothschild, vous voyez. Todd, soit est un imbécile, soit c'est un demi-malhonnête, soit il a un vrai problème, je dirais, de schizophrénie, comme souvent les gens originaires de sa communauté. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Parce qu'à un moment donné, il faudrait voir que le problème, quelque part, vient de quelque chose qui les lie tribalement, même s'ils n'arrivent pas à l'assumer ou à s'en rendre compte. Hein. Donc, Charlie, c'était pas le catholicisme zombie, c'était une opération impériale, judéo-sioniste évidente dans À qui profite le crime. Israël ניצבת עם אירופה, ואירופה חייבת להתייצב עם ישראל.